Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de cette matinale d'info sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télévisions locales de France sur la TNT et avec TV5 Monde. Aujourd'hui, au lendemain des manifestations, il est sur le plateau de la matinale d'info. C'est Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Bonjour et merci d'avoir choisi Public Sénat ce matin. Pour vous interroger à mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo et bonjour Stéphane Vernet de Ouest France. Vous dirigez le bureau parisien du plus grand quotidien régional français et du plus grand journal francophone du monde. Ça compte à l'issue de cette semaine qui a été en partie consacrée à la francophonie. Bonjour. Benjamin Griveaux, on rentre dans l'actualité de plein pied. Le Midi Libre titre ce matin « Je ferai triompher mon honneur ». Nicolas Sarkozy était à la télévision hier au soir. Il s'est défendu après sa mise en examen. Il s'est étonné qu'on mette en doute la parole d'un ancien chef de l'État. C'est la France et la fonction qui sont en cause. Est-ce qu'il défend son honneur d'ancien chef de l'État ou son honneur personnel ? Écoutez, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur une affaire judiciaire, comme vous l'imaginez. Il l'a dit lui-même, il n'est ni au-dessus, ni en dessous des lois. Et moi, comme je l'ai toujours fait, quelles que soient les personnalités politiques mises en cause, que je partage leurs convictions ou non, je défends avec constance la présomption d'innocence et donc il a le droit de se défendre. Et je n'irai pas faire d'autres commentaires. Sur les conditions de la manière dont il a été entendu, vous trouvez normal les conditions, la longueur de la garde à vue ? Il est un citoyen comme les autres. Il n'y a pas de privilège en France du fait de fonctions exercées par le passé. Et sur le contrôle judiciaire, pour poursuivre sur le contrôle judiciaire, il y a quand même 4 pays dans lesquels un ancien président de la République ne peut pas se rendre. Ça ne vous paraît pas un peu extrêmement strict ? Non. Quand on demande aux Français quand on est exigeant avec nos concitoyens, quand on est exigeant avec la classe politique française, il n'y a pas de régime d'exception. Il est désormais un citoyen comme les autres, il le dit, ni au-dessus ni en dessous des lois. Alors on va parler d'un autre sujet d'actualité qui est les Comores, Mayotte. Un bateau hier a été refoulé, un bateau qui partait de Mayotte avec une centaine de ressortissants des Comores expulsés. Le bateau a dû faire demi-tour. Est-ce que ce n'est pas une humiliation pour la France que les Comores aujourd'hui refusent catégoriquement qu'on lui envoie toute personne expulsée ? Écoutez, je vous laisse mettre de vos mots, il n'y a pas d'humiliation. Le sujet à Mayotte, c'est de reconstruire un territoire où l'État a multiplié les défaillances depuis des décennies. Mais comment on règle la crise migratoire que ce soit sur la question migratoire, sur la question de la sécurité, sur la question sanitaire, sur la question éducative, sur la question des transports, l'État a été en tout point défaillant et ça fait 30 ans que ça dure. Et donc, il fallait répondre à l'urgence de la situation. Ça a été fait en matière de sécurité avec l'envoi de troupes et de personnel de sécurité important pour sécuriser une rentrée scolaire qui désormais s'est tenue. On nous avait dit qu'elle ne se tiendrait pas. Pour permettre aussi un processus électoral dont je rappelle qu'il y a un second tour qui se tiendra, de s'exercer de la manière la plus normale possible. Et puis surtout, pour bâtir avec les forces économiques et sociales, avec les représentants syndicaux et avec la population, un avenir pour Mayotte. C'est ça notre seul objectif. Sur la question des clandestins, vous répondez pas. Sur la question des clandestins, c'est une situation et c'est un territoire qui est éminemment compliqué, vous le savez. Vous avez à Mayotte une maternité qui accueille à peu près 10 000 naissances par an. C'est 2 fois plus que la plus grosse maternité d'Île-de-France. Et que sur ces 10 000 naissances, vous avez 70% des enfants qui naissent de parents étrangers. Pour être clair, souvent 99% de parents comoriens. Donc se pose la question du statut de cette maternité, du statut extraterritorial. C'est une situation éminemment complexe, vous le savez, et donc il faut y réagir non pas avec émotion, mais avec rationalité, avec détermination. Nous aurons dès la semaine prochaine un délégué chargé de ce sujet qui sera en responsabilité à Mayotte. Stéphane Vernet sur les mobilisations sociales. Je vous ramène à la métropole et à l'actu du moment. 48 000 manifestants à Paris hier, 500 000 dans toute la France d'après la CGT, 200 000 d'après la police. Est-ce que vous attendiez à une mobilisation de cette ampleur ? Quel sens elle a pour vous et quelle suite est-ce que vous voyez ? Alors, elle a eu une ampleur importante dans ce qui concerne la SNCF, puisque le mouvement de grève a été suivi à la SNCF, moins sur les fonctionnaires, l'ensemble des personnels. Dans la fonction publique, il a été un peu moins suivi, mais c'est les chiffres équivalents à peu près de ceux du mois d'octobre. Et donc, nous, vous savez, on est attentifs, mais on n'est pas là pour commenter les chiffres de la mobilisation. Le bureau d'Elisabeth Borne
est ouvert, des dizaines de rendez-vous sont prévus sur la question du nouveau pacte ferroviaire et vont se tenir dans les semaines qui viennent, comme nous l'avions annoncé. Et à chaque fois qu'on arrivera à faire un pas en avant, à chaque fois qu'on arrivera à trouver des solutions avec les partenaires sociaux sur la question de la SNCF, on ne passera pas par les ordonnances, on le mettra dans la loi. Et nous, l'objectif, c'est d'avoir des ordonnances qui, au final, se résument à des textes très techniques et de pouvoir inscrire dans la loi tous les éléments sur lesquels on aura pu avancer, que ça concerne la gouvernance, la question du statut ou autre. Sur les 36 jours de grève annoncés par les SNCF, est-ce qu'il y a un risque de blocage du pays pour vous ? En tout cas, ça va perturber beaucoup de nos concitoyens dans leur vie quotidienne, puisque la SNCF, pourquoi est-ce qu'on y est attaché ? Pourquoi est-ce qu'on se bat et pourquoi est-ce qu'on prend nos responsabilités ? Vous savez, les défenseurs de services publics, il y en avait certains dans la rue, sincères, hier, ça je n'ai pas doute, mais ils sont aussi au gouvernement. Parce que c'est 4 200 000 personnes par jour qui utilisent le train pour aller bosser ou pour rentrer chez eux le soir. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces entreprises continuent à rendre un service un peu meilleur, un peu moins cher, parce qu'il coûte très cher et il est moins bon qu'il y a 10 ans. Et donc, première pensée vont à ceux qui vont devoir s'organiser. C'est le système D, c'est la débrouille, et ça n'est jamais souhaitable que cette situation perdure. Mais j'ai bon espoir que dans les discussions qui sont engagées, dans le sérieux des discussions, puissions trouver des solutions. Marcelo Westphred. Il y a une nouvelle manifestation d'ailleurs qui est appelée pour le 19 avril. Est-ce que vous demandez, vous, comme porte-parole du gouvernement, avec les usagers, il y a une fédération d'usagers qui demande à la SNCF de communiquer plus en amont son plan de transport, c'est-à-dire quels sont les trains qui rouleront, quels sont les trains qui ne rouleront pas ? Moi j'ai une certitude, c'est que les cheminots sont des gens qui sont attachés au service public et que le meilleur service qu'ils puissent rendre aux usagers, c'est d'informer avec la plus grande transparence en amont. Au moins 24 heures avant. Hein. C'est la en amont pour permettre aux gens de s'organiser. Mais ce que je note quand même hier, au-delà des questions de mobilisation, c'est la récupération politique insensée qu'en fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il profite de ces manifestations pour se refaire une santé politique. Il ne supporte pas l'idée d'avoir perdu les élections présidentielles, de ne pas s'être qualifié au second tour, et il surjoue un troisième tour social en l'instrumentalisant des gens dont je n'ai pas de doute de la sincérité, des inquiétudes qui peuvent être les leurs, et nous sommes là pour leur donner, les rassurer. Mélenchon, il avait dit à l'automne que Emmanuel Macron avait marqué le point. Est-ce que vous pensez qu'il est dans une stratégie de revanche ? C'est une deuxième manche ? Mais Est-ce qu'on va avoir un printemps social ? Je crains que Jean-Luc Mélenchon ne soit qu'obsédé par des questions de revanche personnelle et assez peu par l'intérêt général. En tout cas, c'est ce que je retiens de ses expressions dans la manifestation d'hier. D'ailleurs, pour fêter les 1 an de l'arrivée de Macron au pouvoir, la France Insoumise va faire un appel à manifester. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de grande marche, mais inverse. Une grande marche inversée. Mais vous savez, ils sont souvent en marche arrière, la France Insoumise, et donc je leur laisse la marche arrière, nous continuons la marche avant. C'est Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui est notre invité politique ce matin. Justement, les Français semblent circonspects sur la méthode, le recours aux ordonnances, par exemple sur la SNCF, le passage en force. Est-ce que c'est obligatoire pour tenir, j'allais dire, le rythme des réformes, ce système-là que vous avez mis en place ? Vous savez, est-ce que vous l'assumez au fond ? Encore. Mais depuis 30 ans, on utilise l'ordonnance à peu près une fois par semaine dans ce pays. Donc le terme de passage en force, je le récuse en tout point. Sur la question de la mobilité. Il y a eu les assises de la mobilité qui a réuni l'ensemble des élus, des représentants des territoires, dès le mois de septembre et d'octobre. Donc ça ne fait pas 15 jours qu'on parle du sujet de la SNCF, parce que ces questions de la SNCF, c'est au fond la question des mobilités et de comment on améliore pour les gens qui n'habitent pas proches, à proximité immédiate de leur lieu de travail, qui n'ont pas de mode de déplacement personnel ou de voiture, comment est-ce qu'on organise ça ? Puisque vous avez dit que vous tiendrez cette cadence. Je vais vous dire, les gens sont impatients. Et ils ont raison d'être impatients parce que ça fait 30 ans que ce pays est immobile et que les gouvernements de gauche et de droite ont repoussé au calendrier grec des transformations qui sont essentielles. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de chez nos voisins, on a pu avancer sur le modèle social, sur la réforme du travail, sur la réforme des missions que peut parfois accomplir l'État. Eh bien, très franchement, ça fait 30 ans qu'on attend. Nous, on met les choses en place et on le fait vite. Pourquoi ? Parce que ces transformations, elles sont structurelles, elles vont mettre du temps à porter leurs fruits, et parce que, dans certains cas, on ne peut plus attendre. On ne peut plus avoir une grande entreprise publique qui à 50 milliards de dettes à la fin de cette année et qui chaque année perd 3 milliards. La SNCF coûte à l'État et aux Français autant que la police et la gendarmerie réunies. Un quinquennat, c'est court ? C'est pas possible. Un quinquennat, c'est court, mais je n'ai pas de doute qu'on ait bien l'intention d'en faire deux. On est au Sénat ici. D'en faire deux, parce que ça permettra de poursuivre encore plus ces transformations. Et vous savez, l'objectif, c'est de transformer en profondeur ce pays sur le long terme et pas de
d'être dans la gestion de l'urgence permanente. C'est ce qu'on a fait depuis très longtemps dans ce pays. On n'a jamais réglé les problèmes de fond. Il y a une annonce qui a fait hurler les parlementaires. On est ici au Sénat. C'est la restriction du droit d'amendement. On sait que la révision constitutionnelle sera finalisée la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que cette mesure figurera dans le texte que vous présenterez au Conseil d'État? À ce stade, ça n'est pas à moi de le confirmer, mais j'aimerais quand même que les gens qui nous écoutent comprennent. Moi, j'ai été ce qu'on appelle au banc, c'est-à-dire j'étais à l'Assemblée nationale, au banc des ministres pour défendre le budget. Et il nous arrivait donc de passer 10 ou 12 heures d'affilée au banc, de finir à 1h30 du matin avec 20 parlementaires sur les 577 dans l'hémicycle, défendant des amendements en 2 minutes, parfois des amendements auxquels, très franchement, le ministre ne comprend pas grand-chose, et même le parlementaire s'est fait remettre un amendement dûment préparé par des lobbies qu'on connaît bien et qui font œuvre pas toujours très utile sur les bancs de l'hémicycle. Est-ce que c'est une bonne manière de faire la loi? Parce que vous passez autant de temps sur un amendement important, qui a du sens, qui pour le coup mérite un beau débat politique, et peut-être faut-il y consacrer plus de 2 minutes, que sur un amendement d'obstruction purement technique et qui n'apporte rien au débat politique. Eh bien très franchement, moi je suis sûr d'une chose, c'est que les parlementaires, ne sont pas très heureux de cette situation de multiplication d'amendements et d'obstruction, et qui seraient beaucoup plus heureux d'avoir un meilleur travail de contrôle, d'évaluation, qu'on mette à disposition des parlementaires, par exemple, la Cour des comptes. Ça, c'est un bel outil, c'est une belle arme, ce serait un beau bras armé pour pouvoir permettre aux parlementaires d'exercer pleinement leur métier, qui est aussi le contrôle et l'évaluation du gouvernement. Voilà, ça n'est pas bâillonné, c'est à mon avis mieux travaillé, plus efficacement. Quand vous avez des milliers d'amendements sur un texte et qu'un amendement équivaut à un changement de virgule, très franchement, ça n'est pas que bien faire la loi que de procéder ainsi. Pour finir sur la révision constitutionnelle, vous allez mettre une dose de proportionnel. Alors François Bayrou demande carrément 25% de proportionnel. On aura aussi moins de parlementaires. Comment vous faites en sorte qu'un élu soit encore en contact avec son territoire? D'abord, la quantité, la dose de proportionnel, elle n'est pas arbitrée, puisqu'on est dans un étiage entre 10% et 25%. On fait ça pourquoi? Parce que vous avez à l'Assemblée nationale un parti qui est très faiblement représenté, avec quelques députés à peine, alors que Marine Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle. Si vous voulez combattre les idées du Front National, et moi c'est bien mon intention, je veux le faire à visage découvert. Je veux pouvoir les contrer démocratiquement à l'Assemblée, et qu'ils portent leurs idées dans l'hémicycle, qu'ils portent des projets de loi, et qu'ils soient jugés non pas sur les théories conspirationnistes, les complots et la victimisation permanente depuis 30 ans, ce que faisait Le Pen père, ce que fait Le Pen fille, ce que, à n'en pas douter, fera un jour Le Pen nièce, très bien, mais en tout cas, moi je veux les combattre à visage découvert et pas Benjamin Griveaux, de manière masquée. On va parler de la fracture territoriale avec Stéphane Vernet d'Ouest France. On a entendu beaucoup de critiques contre le président des villes. Elles se multiplient. C'est devenu un angle d'attaque pour les différentes oppositions à la majorité présidentielle. Vous avez des élus de la République En Marche qui s'en inquiètent dans les territoires notamment. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Comment est-ce qu'on riposte? Ceux qui pensent que dans nos oppositions, et d'ailleurs c'est amusant de voir que la France insoumise emploie les mêmes termes que les Républicains. Sans doute ont-ils tous un peu perdu la boussole, je vous le dis. Il n'y a pas la France des villes qui va bien et la France des campagnes qui va mal. Pourquoi? Parce que vous avez des villes qui vont pas bien et puis vous avez des campagnes qui vont bien et c'est heureux. Vous avez des territoires ruraux où on innove, on fait de la disruption, on a des nouveaux modèles agricoles qui émergent et puis vous avez des territoires ruraux qui sont en grande difficulté. De la même manière, vous avez des quartiers dans des villes où vous avez des niveaux de pauvreté très importants et beaucoup de chômage. Donc la caricature qui consiste à dire que les villes vont bien et les campagnes vont mal, ce sont des gens qui n'ont pas dû mettre beaucoup les pieds, soit dans les villes, soit dans les campagnes, ou alors qui en font un instrument politique. Ils ont... Et je prends les Républicains. Ils ne votent pas la suppression de la taxe d'habitation. C'est l'impôt le plus injuste pour les territoires. Donc ils peuvent nous dire, la main sur le cœur, les larmes aux yeux, qu'ils s'occupent des territoires, le jour où on propose la suppression de l'impôt qui est le plus injuste pour les territoires. Parce qu'il est moins élevé à Paris-Centre que dans des territoires qui sont en difficulté. Et on gagne un peu mieux sa vie quand on a les moyens de se payer un loyer à Paris-Centre que quand on vit dans des territoires en difficulté. Ils ne la suppriment pas. Ils ne votent pas les crédits pour la création de la police de sécurité du quotidien. Ce sont des policiers supplémentaires dans les territoires. Ils ne votent pas les crédits pour les divisions par deux de gamins dans les classes, dans les quartiers difficiles. C'est à nouveau pour les territoires en difficulté. Donc je veux bien, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi j'en ai assez. Qu'ils fassent une opposition constructive, sérieuse, responsable. Et vous savez, c'est pas en antagonisant les Français les uns contre les autres. Les gens qui habitent dans les villes, ils ne détestent pas les gens qui habitent à la campagne. Et inversement, bien au contraire. C'est quand on est un responsable politique, on est aussi caution de la cohésion nationale. On ne divise pas le pays.
pour de petits calculs politiciens. Alors j'entends, il y a quand même une mesure, parmi les mesures qui passent mal dans les campagnes, il y a le futur abaissement de la vitesse à 80 km/h. Ça, c'est quand même de nature à diviser. Est-ce que c'est de nature à sauver des vies, pas à diviser le pays. Mais est-ce que vous allez quand on nous dit vous avez conscience que c'est mal perçu dans les campagnes quand même, que c'est. Mais je vais vous dire une chose. Une espèce de mesure vexatoire. On n'est pas fait pour. On ne prend pas nos décisions en fonction de la popularité de ces décisions. Si nous arrivons à sauver 300 à 400 vies par an, et si nous arrivons à avoir, parce que c'est 300 ou 400 personnes qui décéderaient en moins, mais c'est aussi 3 à 4 000 personnes qui n'auraient pas de blessures profondes à vie. Si nous arrivons à cela, j'attends de voir qui, les yeux dans les yeux, me dira qu'une vie ne vaut pas un abaissement de 10 km/h d'une limitation de vitesse et une perte de temps, oui je le sais, de quelques minutes par jour pour ces trajets du quotidien. Alors, celui-là, très franchement... On dit que c'est le Premier ministre qui y a beaucoup tenu, Benjamin Griveaux. Il faut savoir prendre ses responsabilités, c'est pas populaire, nous le savons, mais si ça permet de sauver des vies, la popularité. On dit que c'est le Premier ministre qui y a beaucoup tenu, que c'est lui qui est à l'origine de cela. Et le gouvernement soutient l'ensemble des décisions, nous les portons tous collectivement. Benjamin Griveaux, il y a un endroit en France où pour l'instant les voitures ne roulent pas, c'est les voies sur berge à Paris, mais on va voir si ça bouge. Hier, il y avait un conseil de Paris où la question a été abordée et il y avait tous les élus étaient là, sauf une personne, la maire de Paris, Anne Hidalgo. L'opposition municipale était furieuse. Est-ce que vous la comprenez ? Il faut toujours être dans le dialogue. Même avec ceux avec qui on n'est pas d'accord, parce que c'est l'essence même du débat démocratique. Et c'est dans le dialogue en général qu'on parfois trouve des solutions, parfois on n'y arrive pas, mais à minima qu'on respecte les oppositions. Nous sommes toujours dans le dialogue, donc nous continuerons à dialoguer. Stéphane Vernet ? Ce que je peux vous ramener en province, c'est une question ciblée sur Notre-Dame-des-Landes. Vous avez dit à plusieurs reprises que... Normal pour Ouest France. Voilà, c'est ça, ça m'intéresse. Je sais que vous y êtes sensible, vos lecteurs en particulier. Vous avez dit à plusieurs reprises que les personnes qui occupent des terres sans titre de propriété sur la ZAD devront être parties au 30 mars. Le 30 mars, c'est la semaine prochaine. Il y en a qui n'ont toujours pas de titre de propriété, qui n'ont pas envie de partir. Est-ce que finalement, au bout du bout, vous allez être obligé d'intervenir dans la... Alors le principe, il est très simple. La décision que nous avons prise en janvier sur Notre-Dame-des-Landes, elle a pour vocation de faire respecter l'état de droit dans notre pays. Et donc dans notre pays, il n'y a pas des zones où le droit ne s'applique pas. Et à partir du moment où la trêve hivernale prendra fin... Alors le 30 mars, la semaine prochaine. Exactement, c'est le 30 mars, début du mois d'avril, c'est la semaine prochaine. Eh bien, nous procéderons au respect du droit. Et si pour cela, il faut avoir recours à la force publique, c'est ce que nous ferons. Vous savez, Sébastien Lecornu était en début de semaine à Notre-Dame-des-Landes 2 jours. Il a rencontré beaucoup de personnes autour de la préfète. Il y a des discussions qui se sont engagées avec les anciens propriétaires, avec des gens qui ont été sur zone et qui portent des projets agricoles, avec des associations responsables. Mais nous, c'est le respect du droit. Parce que je ne sais pas expliquer pourquoi, dans une zone, en France, aussi belle soit-elle, eh bien, le droit n'est pas respecté. Cette nuit, on a appris que Donald Trump, finalement, n'appliquerait pas des droits de douane élevés sur l'acier à l'Union européenne. Est-ce que c'est pour vous une première victoire ? C'était une mauvaise décision de l'administration américaine à l'endroit, évidemment, de l'industrie européenne. Et la France a une industrie qui aurait souffert de cette augmentation unilatérale des droits de douane. On gagne toujours, dans le commerce mondial, à travailler à des solutions multilatérales. Tous ceux qui prennent des décisions de manière unilatérale s'exposent à des représailles, à des contre-mesures. L'Europe a clairement exprimé son intention de riposter et de rentrer dans une guerre commerciale qui n'est jamais bonne ni pour l'un ni pour l'autre. Mais nous aurions pris nos responsabilités, je crois que l'administration américaine l'a entendu, et il est heureux que le président Trump ait changé d'avis sur ces augmentations de droits de douane. Dernière question. À propos de l'Europe, la République En Marche se lance dans la campagne pour les européennes demain, samedi. Grande opération de porte-à-porte, sur le type La Grande Marche pour l'Europe. Une dizaine de ministres impliqués. Vous aussi, vous allez frapper aux portes. Où est-ce dans le 18e arrondissement. Ça va, c'est pas très loin de chez vous. C'est pas un peu tôt. Je suis élu de Paris, donc je vais aller frapper aux portes des gens qui habitent à Paris. C'est pas un peu tôt pour démarrer Là, il est important de faire un diagnostic. Vous savez, 1 an avant une élection, de faire un diagnostic pour savoir ce que nos concitoyens, comment ils perçoivent l'Union européenne, ce qu'ils en attendent. Ça me paraît pas trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour parler
à nos concitoyens. Benjamin Griveaux, vous avez 40 ans, les 50 ans de mai 68. Pourquoi c'est si difficile à commémorer pour le gouvernement, pour l'exécutif? Vous aviez envisagé de marquer le coup, puis maintenant silence radio total. Je ne suis pas certain que ce soit si difficile à commémorer, mais comme vous le notez, je n'étais pas né. Ouais. Je ne suis pas certain. Pourquoi cette gêne, un peu cette gêne pour l'exécutif? Je vous assure que ce n'est pas un problème de gêne, mais moi je ne sais pas à quelle date on le commémore. Est-ce que c'est le 22 mars? Est-ce que c'est le 10 mai? Vous voyez, donc il y a une chance que ce soit commémoré un peu plus tard, c'est ça? Question. Il y a une chance. Mais 68 a irrigué la vie politique française ces 50 dernières années. Je suis sûr que nous ne le commémorons pas chaque jour, mais enfin qu'ils seront présents à l'esprit et que nos parents nous raconteront ce qu'ils ont fait sur les barricades ces jours du mois de mai. 68. Oui, ça appartient à notre histoire. Merci Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info ce matin. On va passer au débrief de vos propos. Je signale que votre interview sera diffusée sur tous les sites vidéo de la presse quotidienne régionale, les 25 titres en région, à partir de cette matinée. Voilà, merci à vous et à très vite sur le plateau de Territoire d'Info. Merci à vous. Voilà, nous passons au débrief de l'actualité et des propos du porte-parole du gouvernement, qui était notre invité ce matin, qui avait choisi la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale. Pour ce débrief, je réaccueille Yannick Halimi, bonjour, du Parisien. Vous êtes partenaire de cette émission, merci d'être sur ce plateau. Et Slimane Zeguidour de TV5 Monde, autre partenaire qui diffuse sous forme de best-of la matinale d'info, les meilleurs invités politiques de la semaine, tout le long du week-end sur les 9 antennes de ce grand réseau de télévision, le 3e du monde. Merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec la réaction du porte-parole du gouvernement, peut-être Yannick Halimi sur Nicolas Sarkozy, sa défense à la télévision. Il trouve normal, le porte-parole du gouvernement, les conditions de garde à vue de l'ancien président de la République. Oui, effectivement, il a répété que Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien chef de l'État, n'était ni au-dessus ni au-dessous des autres citoyens, et que c'était donc un citoyen comme les autres, en rappelant que Nicolas Sarkozy lui-même l'avait dit, sauf que Nicolas Sarkozy avait bien précisé ni en dessus, ni au-dessous, ni en dessus, mais pas en dessous non plus. Bon voilà, il est resté dans le rituel du genre. C'était difficile pour un porte-parole du gouvernement de dire autre chose. Alors je me tourne vers le représentant de TV5 Monde. Vous couvrez de nombreux pays. La question a été un peu posée d'ailleurs en creux ce matin. Est-ce que ça se passe ailleurs comme ça? Réponse oui. Oui, dans les pays démocratiques, indéniablement. C'est vrai qu'il est exceptionnel qu'un président de la République soit traduit devant une juridiction. En France? En France. Mais néanmoins, c'est un des moments symboles où la démonstration devra être faite qu'un chef de l'État, un ex-chef de l'État, est traité de la même manière et sur le même pied d'égalité que les autres citoyens. Et je dirais même la croyance et la démonstration de cette égalité devant la loi est un des fondements du consensus de notre société. Et de ce côté-là, je pense que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, quant aux modalités elles-mêmes de la garde à vue en France, elles ont été, je dirais, formatées par le ministre de l'Intérieur qui était Nicolas Sarkozy. Yannick Halimi, on passe maintenant à l'actualité sociale, les manifestations. Vous avez entendu les réactions du porte-parole du gouvernement qui nie pas que la mobilisation a été relativement forte, en tout cas à la SNCF. Notamment à la SNCF. À la SNCF. Oui. Vous avez trouvé qu'il était honnête de ce point de vue-là? Il reconnaît les choses? Vous savez, il y a toujours un décalage entre les chiffres des syndicats, de la police. Oui, tout à fait. Mais là, il y a eu des chiffrages officiels, notamment par un pool de journaux, de médias. Il faut le dire, qui avait payé une société pour faire ça. Voilà, ça avait été testé déjà en novembre. Et là, c'est entré véritablement en application, donc avec les chiffres que nous avons donnés à Paris, autour de 47 000 de mémoire, enfin environ. Oui, il a été tout à fait objectif en reconnaissant que la mobilisation avait été encore une fois forte sur la SNCF. Il a rappelé un peu moins sur la fonction publique. Il a rappelé que la porte du bureau d'Elisabeth Borne était ouverte en rappelant qu'il y avait des négociations qui se poursuivraient d'ailleurs bien après la date du 3 avril, date à laquelle les syndicats devraient se prononcer sur la grève perlée qu'ils ont annoncée la semaine dernière. Voilà, il a été relativement sans surprise là-dessus. Mais... Alors, là où il y a eu quand même une surprise, c'est que, vous l'avez noté, Slimane Zeguidour, c'est qu'il n'y aura pas de pause au fond. Il l'a dit. Il faut réformer ce pays, y compris par le biais du 49.3, en gros. Oui, et en plus, je reviens Ordonnance, tout ça doit continuer, selon lui. Oui, absolument. Et s'agissant de la SNCF, il
il y a un élément symbolique, on le voit dans les discours des cheminots et des employés de la SNCF, c'est que le chemin de fer en France, dans la saga de l'industrie française et des luttes ouvrières, les cheminots ont joué un rôle énorme. Et donc, il y a une légende derrière tout cela. Tout un symbole. Et ce qui se passe, et on revient à la réforme, c'est que l'informatisation des services de la SNCF plus la numérisation va complètement changer la configuration des corps de métier à l'intérieur de la SNCF. Tout cela, évidemment, met fin à toute une époque et inaugure une autre. Et c'est là où la notion de réforme intervient. Vous avez noté cette volonté de poursuivre les réformes, quoi qu'il arrive. Ce pays a trop tardé à les faire, hein, en gros. En principe, tous les gens qui entament des réformes ont tendance à dire que c'est avec eux que ça va commencer, qu'il était temps de le faire et qu'eux vont le parachever. Je dirais. J'ai noté une phrase intéressante. On a bien l'intention d'en faire deux. Il parlait du quinquennat, vous avez vu, à la fin. Oui, j'ai bien entendu. Écoutez, en principe, quand on est dans le charbon, au four, il vaut mieux bien dire qu'on est disposé à continuer et à aller jusqu'au bout et que 5 ans ne seront pas peut-être suffisants. Alors, vous avez entendu les questions concernant Anne Hidalgo. Jannick Halimi, je me tourne vers vous. On disait, les observateurs pensaient que Benjamin Griveaux pourrait peut-être être un concurrent possible pour Anne Hidalgo. Il était très, très modéré ce matin. Il a fait attention à ne pas rentrer dans la polémique, vous avez entendu. Oui. Je parle encore une fois, à la journaliste du Parisien. Oui, bien sûr. Encore une fois, il a été dans son rôle. Et c'est vrai qu'il est plutôt sur les starting blocks pour se lancer dans la bataille de Paris. C'est vrai qu'il n'est pas le seul au sein de La République En Marche. Il y a d'autres noms qui circulent. C'est vrai aussi qu'il n'a pas encore l'imprimature de l'exécutif parce que c'est évidemment une bataille extrêmement importante, un enjeu de pouvoir extrêmement important et c'est la décision du candidat à La République En Marche ou d'une majorité présidentielle d'ailleurs sera bien évidemment prise à l'Élysée. Donc voilà, c'est un peu trop tôt pour Monsieur Griveaux, Benjamin Griveaux, pour sortir du bois. Il reste 10 secondes, 40 ans, 50 ans de mai 68, ça vous a pas échappé, Slimane Guidoua? Ah oui, tout à fait. Il a 40 ans, le porte-parole. Il a 40 ans, oui. Pour lui, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire presque ancienne. Mais en plus, les animateurs, les leaders de mai 68 qui sont encore parmi nous, font déjà penser à un siècle. Au siècle précédent. Merci Slimane Guidoua de TV5 Monde. Jannick Halimi du Parisien. On passe au Zap Monde de TV5 Monde, c'est-à-dire ce qui s'est passé en quelques minutes, ce que vous devez savoir de l'actualité du monde. On le regarde ensemble, on revient sur ce plateau après. L'ancien président se présente en homme atteint par sa mise en examen, mais reste combatif. Ça me prendra 1 an, 2 ans, 10 ans, mais je pourfendrai cette bande. Je ferai triompher mon honneur. De l'argent sale venu d'une dictature a abondé politiquement et de manière privée la France. Et puis, quelques années plus tard, c'est la guerre. 3 jours pour gagner. Guerre personnelle et privée, à quel prix? La chute du colonel Kadhafi provoque le chaos en Libye. Mais pas seulement, c'est l'engrenage dans tout le Sahel. Face à cette situation difficile, qui me fait paraître injustement coupable d'actes auxquels je n'ai pas participé, je pense que je dois démissionner pour le bien du pays. Accusé d'avoir touché 5 millions de dollars de pots de vin dans le tentaculaire scandale de corruption lié au géant brésilien Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski venait d'échapper de justesse à une première procédure de destitution. Mais le principal parti d'opposition a fait monter la pression mardi, accusant le gouvernement vidéo à l'appui d'avoir monnayé des votes en décembre pour éviter cette destitution lors de la première procédure. En une journée, la vie de Nadia Savchenko a bien changé. Elle a perdu son immunité parlementaire devant tous ses collègues du Parlement ukrainien, a été inculpée et placée en détention. Les motifs avancés par la justice ukrainienne sont très graves s'ils se vérifient. Il voulait faire exploser le Parlement, bombarder le centre de la capitale ukrainienne avec des obus de mortier. Les organisateurs ont eux-mêmes annoncé qu'il y aurait un bain de sang.
Des accusations aussi stupéfiantes que la façon plutôt baroque dont la députée a été arrêtée. En pleine séance parlementaire, les députés ont voté pour la levée de son immunité après la diffusion d'une vidéo où l'on voit une personne qui ressemble à Nadia Savchenko proposer de faire un coup d'État et dessiner un plan du Parlement. Le Mali a glané avec ce robot trieur la deuxième place du First Global Challenge de Washington. Aboubacar, membre de l'équipe lauréate de ce concours international, a depuis de grandes ambitions. J'aimerais voir un pays dans lequel, une fois à l'hôpital, il y a des robots qui prennent soin des patients. Des policiers qui ont des robots qui gèrent la circulation, des robots militaires. Ce sont des genres de choses que je prévois pour ce pays dans l'avenir. Voilà, je vous retrouve demain matin pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine à 7h30 et à lundi pour une nouvelle émission. Bon week-end à tous.